Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux étudiants inscrits en Master 1 Toxicologie à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, département des Sciences biologiques à l'Université de BPA en Algérie. La vidéo comprend le premier cours de la matière Évaluation des risques toxicologiques. Et comme d'habitude, on va commencer par la question: comment évaluer le risque toxicologique d'un polluant sur la santé humaine? Que pensez-vous? C'est une question qui apparaît un peu difficile ou bien c'est une question qui apparaît comme compliquée. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question représente déjà le titre de plusieurs cours. Pour évaluer un risque toxicologique, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'identification du danger. Connaître le danger permet de déterminer l'action potentielle d'un polluant et d'identifier les effets indésirables qu'il engendrerait. L'identification du danger, en passant par ces plusieurs étapes, nécessite la connaissance scientifique de plusieurs informations. Parfois, ces informations peuvent être disponibles et constituent le fruit des travaux de recherche sur l'environnement, sur les animaux, sur les êtres humains. Mais dans d'autres cas, ces informations s'avèrent difficiles à acquérir et nécessitent aussi la pratique des expériences scientifiques. Donc, la toute première information à connaître pour identifier un danger, c'est la nature du polluant. Connaître la nature du polluant permet de l'identifier plus profondément. Exemple, est-ce que ce polluant est biologique? Par exemple, est-ce que ce polluant est un virus? Est-il une bactérie? Des pollens, des moisissures, des parasites ou autres? Ou bien, est-ce que ce polluant est un polluant chimique? Par exemple, des hydrocarbures liquides, un polluant chimique détersif ou bien plastifiant, un polluant chimique pesticide par exemple, et quel type de pesticide? Est-ce que c'est une matière eutrophissante? Est-ce que ce sont des polluants tels que des métaux lourds, des médicaments ou des cosmétiques? Ou bien tout autre type de polluant, industriel par exemple? Le polluant peut être aussi radioactif. Ainsi, il peut résulter d'une irradiation externe ou bien une contamination interne. Donc, la réponse à notre question, est-ce que notre polluant est biologique, chimique ou radioactif, permet de connaître le polluant et ainsi passer à l'étape suivante dans l'identification du danger, et qui est connaître la voie de pénétration du polluant. Les polluants, qu'ils soient biologiques, chimiques ou radioactifs, ils doivent avoir une voie par laquelle ils pénètrent dans l'organisme humain. La connaissance de cette voie joue un rôle dans la connaissance du trajet suivi par le polluant dans l'organisme. Et donc, la figure suivante montre les voies de pénétration possibles. On peut voir ici qu'une pénétration peut être effectuée par plusieurs voies. Par exemple, voie conjonctivale par les yeux, voie muqueuse par la bouche. Il peut passer par voie respiratoire par inhalation, par voie digestive ou même par voie cutanée par la peau. Les voies de pénétration peuvent aussi aider à connaître les causes de la pénétration. Par exemple, un polluant qui peut être passé par voie conjonctivale, il peut être le résultat d'une projection.
ou bien il peut être le résultat d'un contact avec des mains souillées quand les mains ne sont pas propres et on touche les yeux. Aussi, par exemple, si on dit la contamination par voie respiratoire, et si on remarque que la cause peut être une inhalation de poussière, d'aérosols, de vapeur ou d'autres. La voie digestive, par contre, peut être le résultat d'une ingestion accidentelle, un contact aussi avec des mains souillées lors de manger quelque chose, quand on mange quelque chose par exemple, et les mains ne sont pas propres, le polluant peut passer par la voie digestive. Et aussi par déglutition des particules inhalées. La voie cutanée. Les causes peuvent être un contact direct accidentel ou non, peut-être aussi par projection, éclaboussure, etc. Donc, une autre chose importante à connaître pour identifier le danger, ce sont les effets toxiques. Les effets toxiques d'un polluant sont dans le cœur de l'identification du danger. Ils sont parfois très complexes à identifier. Par exemple, la pénétration des produits chimiques par voie digestive, par voie respiratoire ou par voie cutanée indique les organes cibles. Par exemple, lorsque la pénétration se fait par voie digestive, le polluant passe dans le tube digestif. Par voie respiratoire, le polluant passe dans les poumons. Par voie cutanée, le polluant passe vers la peau. Quand le polluant passe dans le tube digestif, il va passer directement par les villosités intestinales. Par contre, par les poumons, il va passer par les alvéoles pulmonaires et par voie cutanée la peau, puis par le derme. Dans les trois cas, le polluant va finir dans la voie sanguine. Et par la voie sanguine, le polluant va être transmis vers les organes cibles. Peut-être le foie, le système nerveux, les reins ou autres, où il va provoquer des dommages. La durée de l'exposition est une autre chose importante à connaître lorsqu'on veut identifier le danger d'un toxique. Donc, la durée de l'exposition peut aller d'une minute à plusieurs minutes, d'une heure à plusieurs heures, d'une journée à plusieurs journées, d'une semaine à plusieurs semaines et d'une année à plusieurs années. Donc, l'exposition aiguë. L'exposition aiguë, c'est une exposition de courte durée aux produits dangereux. Une exposition aiguë est généralement définie comme une exposition unique ou répétée pendant une période de 24 heures. Souvent, les intoxications aiguës provoquent des effets toxiques brefs et réversibles. Cependant, il peut arriver que certains effets ne se manifestent que plusieurs heures après l'intoxication. De même, certaines intoxications graves peuvent conduire à la mort, malheureusement. Exemple, l'inhalation de forte concentration de vapeur d'acétone peut causer une dépression du système nerveux central, se traduisant par des maux de tête, des vertiges, des nausées et des vomissements. Dans de rares cas, la perte de conscience et le coma peuvent survenir. Ça, c'est une exposition aiguë. Il y a d'autres types d'exposition. C'est ce qu'on appelle l'exposition chronique. L'exposition chronique, c'est une exposition prolongée à la substance toxique et à des concentrations plus faibles que celles qui entraînent des effets aigus. La durée de l'exposition peut être plus ou moins longue, des semaines, des mois ou bien même des années.
Exemple, l'inhalation répétée de vapeur de styrène peut causer une atteinte du système nerveux, se traduisant d'abord par des maux de tête, des nausées, des vertiges, une perte d'appétit et une faiblesse générale. Les effets suivants peuvent aussi être observés, tels qu'une augmentation du temps de réaction, les difficultés de perception des couleurs, etc. Un contact répété du produit avec la peau peut causer des rougeurs et des fissures. Donc, il y a une différence entre l'exposition aiguë et l'exposition chronique. Ainsi, l'exposition à une substance toxique à de fortes doses peut provoquer une toxicité aiguë dans un court durée de temps. Par contre, l'exposition à une substance toxique à de faibles doses peut provoquer quoi? Une toxicité chronique qui apparaît après une longue période de temps. D'autre part, un contaminant toxique à faible dose, par exemple le monoxyde de carbone, sera plus dommageable pour la santé lors d'une exposition ponctuelle qu'un contaminant présentant des effets nocifs à long temps. Par exemple les particules fines. De plus, pour un même contaminant, par exemple les moisissures, une exposition de courte durée aura des effets différents d'une exposition sur plusieurs années. Enfin, certains facteurs personnels peuvent moduler l'ampleur des effets d'un contaminant sur la santé d'un individu, de même que le délai entre l'exposition et l'apparition de ces effets. Parmi les principaux facteurs de vulnérabilité, il faut mentionner l'âge, les jeunes enfants et les personnes âgées étant plus vulnérables que les jeunes, et la susceptibilité individuelle. Les personnes, par exemple, atteintes d'asthme, d'allergies, des maladies pulmonaires ou cardiovasculaires étant plus sensibles à certains contaminants. La mutagénicité. La mutagénicité est aussi un paramètre à identifier. Parce que, par exemple, les radiations, l'exposition à des radiations peut provoquer des effets mutagènes qui apparaissent après une longue période, mais non pas sur l'individu lui-même, mais elles peuvent être transmises aux enfants à venir. La mutagénicité est une augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d'organismes. La mutation se définit comme un changement permanent ayant un effet sur la quantité ou la structure du matériel génétique, l'ADN des cellules. Par exemple, des mutations de l'ADN des cellules reproductrices ou germinales, ovules et spermatozoïdes peuvent causer des effets héréditaires, c'est-à-dire transmissibles à la descendance. Des atteintes des autres cellules, par exemple les cellules neuroproductrices ou somatiques, ne causent pas d'effet héréditaire, mais peuvent entraîner la mortalité cellulaire, la transmission de la mutation aux cellules d'un même tissu ou le cancer. Un autre exemple, le benzène peut induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. Un autre paramètre à prendre en considération, ce sont les effets d'interaction. C'est-à-dire pour identifier le danger, parfois l'effet d'une substance n'est pas suffisante. Il s'agit des substances ou de mélanges qui interagissent pour produire un effet toxique supérieur à la somme de leurs effets séparés. Exemple, la durée des effets toxiques du xylène est augmentée par la consommation d'alcool ou d'aspirine. Dans le prochain cours, on va voir le rapport dose-réponse. Merci pour votre attention et see you!